Charlie n'essaya même pas de séduire son mari ce soir-là. Bobby enfila simplement son caleçon, chose qu'il ne faisait presque jamais puisqu'il préférait dormir nu, et tourna le dos à sa femme. Le reste de la semaine s'écoula lentement. Chaque soir, Charlie rentrait, parfois à l'heure, parfois un peu tard. Bobby ne demandait jamais où elle était. Il savait par l'enquêteur qu'elle se rendait chez Ron tous les 2 ou 3 jours pour des moments d'intimité. Les autres soirs, Ron trouvait du réconfort auprès d'autres femmes durant ses derniers jours de santé. Bobby avait commandé et fait graver son cadeau pour leur noce d'argent. Chelsea et lui travaillaient également sur une présentation PowerPoint qui serait projetée pendant la cérémonie. Le seul changement cette semaine fut la nuit où Charlie prit un emploi à temps partiel. Elle expliqua qu'une nouvelle infirmière était devenue instable mentalement après le décès d'un enfant et devait prendre plusieurs jours de congé. Bobby convint qu'elle devait aider ceux qui souffraient. Intérieurement, il se demandait si elle se souciait autant de sa propre souffrance. L'enquêteur révéla que Charlie réconfortait plutôt Ron pour qu'il ne se sente pas trop déprimé face à sa mort imminente due au cancer. Leurs rencontres intimes étaient si fréquentes qu'il ne devait guère penser à la mort, sauf peut-être à succomber d'épuisement. Bobby sombra davantage dans la dépression. Ted avait même amené une jeune femme nommée Gretchen, non seulement ravissante mais aussi dotée d'une personnalité charmante. Charlie était nerveuse car Ron l'avait contactée pour la voir ce jour-là, son jour de congé. Elle ne trouvait pas d'excuse valable pour quitter la maison avec tant de monde présent, ce qui l'irritait profondément. Elle était si contrariée qu'elle risqua de compromettre sa relation avec son fils Ted en se montrant désagréable envers Gretchen. Ted n'était pas homme à tolérer une telle attitude et lui répondit sèchement. Charlie fondit soudainement en larmes, quitta précipitamment la maison et partit en voiture. Elle se rendit directement chez Ron pour le réconforter. Ses derniers messages ressemblaient à ceux d'un enfant perdu et effrayé, non d'un homme mûr confronté à des moments sombres. Elle frappa longuement à sa porte, mais il ne répondit pas. Craignant le pire, elle utilisa la clé qu'il lui avait donnée et entra dans l'appartement. Ron n'était pas là. Elle vérifia partout mais ne trouva rien de suspect. Peut-être était-il allé à l'hôpital. Elle vérifia l'accueil de l'hôpital qu'il fréquentait habituellement, mais il n'y était pas. Elle vérifia même les urgences pour s'assurer qu'il n'y avait pas été admis. Une fois de plus, il était parti. Quand elle essaya de l'appeler, elle tomba sur la messagerie. Ne connaissant aucun de ses amis ou de sa famille, elle ne put les contacter, alors elle admit finalement sa défaite et rentra chez elle. Elle était un peu moins irritable et tenta même de s'excuser pour son comportement. Finalement, tout le monde était prêt à se rendre à la célébration. Ils prirent un léger dîner avant de se préparer puis se dirigèrent vers l'hôtel où l'événement avait lieu. À leur arrivée, on les conduisit à une place d'honneur à l'avant de la salle. Les enfants étaient assis à la table derrière eux. En s'asseyant, Bobby se tourna vers eux et murmura « Pardonnez-moi pour ce que je vais faire ce soir. Vous ne méritez pas l'humiliation que je vais vous faire subir. J'espère qu'un jour vous comprendrez et me pardonnerez. Je vous aime profondément tous les trois. Vous êtes tout ce qu'un père pourrait désirer comme enfant. J'espère aussi que vous pardonnerez à votre mère après que j'aurai révélé ses actes. Elle reste votre mère et une bonne mère. » Il se retourna rapidement et s'assit avant que le trio stupéfait ne puisse questionner ou répondre. Charlie ne réfléchit même pas à la raison pour laquelle ils étaient assis face à la table d'honneur. Habituellement, les invités d'honneur étaient placés de manière à voir tout le monde et à être vus par tous les convives et leurs hôtes. Dans ce cas, ils étaient assis à la table avant, face à la table où se trouvaient les supérieurs de Bobby. Il y avait beaucoup de personnes dans la salle que Charlie n'avait jamais rencontrées, mais elle supposa qu'il s'agissait de collègues de Bobby qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion de connaître. Elle pensait en rencontrer certains après la cérémonie de remise des prix. Comme Charlie et Bobby étaient assis face à l'avant de la salle, ils ne virent pas les autres. C'étaient des collègues de Charlie et des membres de sa famille. Bobby n'ayant ni frères et sœurs et ses parents étant décédés depuis longtemps, aucun membre de sa famille n'était présent. Tous pensaient assister à une célébration surprise pour leurs 25 ans de mariage. Il y avait des assiettes de canapés et d'autres amuse-bouches sur les tables. Les boissons furent commandées et servies. Finalement, le propriétaire de l'entreprise se leva et commença à parler. Il décrivit la valeur de Bobby pour l'organisation, un bref historique de son embauche et des projets qu'il avait menés à bien, y compris le plus récent.
Il termina son discours en remerciant pour les sacrifices et le soutien que Charlie et les enfants avaient apporté afin que Bobby puisse réussir dans l'entreprise. Enfin, il demanda à Bobby de se lever et de faire un discours. Alors que Bobby s'approchait de la table, une présentation commença sur l'écran derrière lui. Elle débuta par des photographies de Bobby et Charlie enfants. Lorsqu'il prit le microphone, l'écran affichait déjà des clichés de leurs années estudiantines quand ils se fréquentaient. Puis il entama son discours. « Charlie, je suis tombé amoureux de toi au premier regard quand tu m'as souri. Ton sourire illuminait toute la pièce et tous ceux autour de moi se sont mis à sourire aussi. Tu m'as complété. Quand je t'ai demandé en mariage, j'étais au comble du bonheur. » À ces mots, une photographie de leur mariage apparut à l'écran. Il poursuivit : « Tu étais si ravissante ce jour-là que j'en perdais mon souffle. Si nous n'avions pas partagé notre intimité avant ce jour, je n'aurais peut-être jamais eu le courage de faire de toi mon épouse bien-aimée. » Il fit une pause et une photo de tête bébé apparut à l'écran. « Tu m'as donné un fils. Il était parfait. Il est devenu un garçon fort et aimant, toujours serviable, ce qui se reflète aujourd'hui dans son rôle d'enseignant dans une école difficile où il fait la différence dans la vie de nombreuses personnes. » Les photographies montraient Ted grandissant jusqu'à l'âge adulte pendant que Bobby parlait. Puis une photo de Greg bébé apparut à l'écran. Notre second enfant, Greg, était aussi un magnifique bébé. Il est devenu séduisant et populaire, tout comme son frère. Il a l'esprit plus technique et je suis convaincu qu'il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Le diaporama montrait Greg grandissant et devenant un jeune homme à l'université. Puis ce fut le tour de Chelsea. Et puis est venue ma fille Chelsea, qui termine le lycée et s'apprête à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Elle est ma fille unique et je sais qu'avec son attitude bienveillante et attentionnée, elle réussira aussi dans sa vie. De nombreuses photos de famille prises pendant les fêtes et les vacances se succédèrent rapidement à l'écran. Puis apparut une photo de Charlie obtenant son diplôme d'infirmière. Il y a environ 12 ans, Charlie a décidé que les enfants étaient assez grands et a choisi de retourner à l'école pour obtenir son diplôme d'infirmière. Je l'ai pleinement soutenue car elle a toujours eu une âme généreuse et bienveillante, désireuse d'aider les autres. Et il y a 10 ans, elle a obtenu son diplôme et est devenue sage-femme à l'hôpital général de Washington, où je crois qu'elle travaille encore. Charlie regarda Bobby quand il dit qu'il pensait qu'elle travaillait toujours là-bas. Elle avait regardé le diaporama jusqu'à ce moment. Elle essayait de comprendre où tout cela menait. Soudain, elle réalisa. Bobby continua. « J'étais si heureux qu'il y a quelques semaines, je pensais que, comme Dieu le 7e jour, je pourrais me reposer et que le reste de ma vie serait calme et simple, avec mon épouse aimante toujours à mes côtés. J'attendais ce jour avec impatience. Aujourd'hui marque nos 25 ans de mariage. J'aimerais dire que ce furent 25 années de pure félicité, mais les dernières semaines ont transformé cela en une farce, jusqu'à ce que je me rende au bistrot pour prendre un verre pendant que Charlie était au travail. » La dernière diapositive préparée par Chelsea disait « Joyeux 25e anniversaire ». Ce jour-là, j'ai surpris une conversation qui a bouleversé ma vie. Un homme était assis à une table avec quelques-uns de mes amis et d'autres personnes, parlant de sa nouvelle compagne et de la manière dont il avait réussi à la séduire. À ce signal, un léger mouvement s'est amorcé au fond de la salle. L'homme menotté fut conduit dans la salle par les amis de Bobby, Troy et Spence, assistés de quelques inconnus. L'homme menotté fut placé à côté de Charlie et sommé de rester tranquille. Il semblait quelque peu malmené, le visage marqué d'ecchymose. C'était Ron. Une photographie de Ron apparut à l'écran, divertissant un groupe de personnes au bar. Charlie fut stupéfaite à la vue de Ron et de la photo à l'écran. Cet homme, Ron Reynolds, racontait à ses amis comment il séduisait les femmes, particulièrement les femmes mariées, en prétendant être atteint d'un cancer en phase terminale et n'avoir que quelques semaines ou mois à vivre. Il décrivit ensuite un grain de beauté sur sa nouvelle compagne que seule une personne aurait pu avoir. Charlie. Il fit une pause et une photo de Charlie sortant de l'appartement de Ron, sa main posée sur ses formes, apparut à l'écran. Charlie entendit des murmures désapprobateurs derrière elle. Elle se retourna pour voir les visages choqués de sa famille, particulièrement ses parents, fixant l'écran. Lorsqu'elle se retourna, il y avait une petite boîte joliment emballée devant elle. Elle la prit machinalement. Elle était bouleversée, confuse, et ne savait que dire en cet instant. Bobby n'avait pas terminé.
Une vidéo commença à être diffusée dans le cadre de la présentation. Elle était manifestement lourdement éditée et certaines parties étaient floutées, mais il était évident qu'il s'agissait de Charlie et Ron dans un moment d'intimité. La vidéo était brève. Bobby regarda son épouse. « Charlie, je crois sincèrement que tu pensais que Ron était mourant. Comment tu n'as pas remis en question l'absence de médicaments ou de soins palliatifs me dépasse. Je sais qu'il t'a demandé de ne pas avoir de relations intimes. Pendant qu'il est en vie, mais tu as passé des mois sans nous permettre la moindre expression d'amour. Je sais aussi que lorsque tu as finalement posé la question sur ma dépression, ton amant t'a conseillé de m'offrir des relations intimes par pitié, mais j'étais déjà si abattu que je ne pouvais accepter ton affection par compassion. » Charlie secoua la tête. Cela ne pouvait être vrai. Elle ne pouvait avoir oublié leur anniversaire, encore moins un événement aussi important que leur noce d'argent. Elle essayait simplement d'aider un homme mourant dans ses derniers jours. J'ai tenté de te faire comprendre ce qui se passait en te racontant l'histoire d'une amie atteinte d'un cancer. D'ailleurs, cette histoire était inventée, mais tu t'en souciais peu. Tu m'as simplement demandé si j'avais une liaison avec elle. J'ai aussi essayé de te convaincre de m'accompagner ce soir, mais tu as refusé. Tu as refusé à cause de Ron, n'est-ce pas? Charlie acquiesça silencieusement. Bobby poursuivit. Même aujourd'hui, tu étais nerveuse parce que Ron voulait te voir, n'est-ce pas? Tu voulais quitter ta famille pour ton amant le jour de ton anniversaire de mariage, mais il n'était pas chez lui, n'est-ce pas? Charlie acquiesça de nouveau. Ton ami Ron était avec Troy et Spence, recevant une leçon sur les conséquences de ses actes avec les épouses d'autres hommes. L'écran commença à montrer Ron avec d'autres femmes dans son appartement. À chaque photo, les femmes et leurs maris commençaient à se disputer. D'ailleurs, pendant que ton ami, mourant, te fréquentait, il mentait aussi à d'autres femmes. Chacune de ces femmes est ici aujourd'hui avec son conjoint. J'ai demandé à chaque homme de voir quelque chose qui changerait sa relation. Ils sont tous venus en pensant que quelque chose de bien allait arriver, mais ce ne sera pas le cas. Il se tourna vers les hommes entourant la table d'honneur. Vous avez été placés à des endroits stratégiques pour que vous puissiez voir et atteindre l'amant de votre épouse. Je n'ai pas l'intention de blesser physiquement Ron. Il perdra bientôt son emploi. Mais si vous souhaitez lui infliger une punition significative, mes amis le détacheront et lui donneront une petite avance pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions. Tous les hommes cessèrent de crier sur leurs épouses et leurs amants et tournèrent des regards véritablement bestiaux vers Ron. Ron savait qu'il était perdu s'il n'était pas protégé. Il commença à supplier Bobby. « Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais ces hommes vont me tuer. Tu ne peux pas les laisser faire ça. Tu l'as dit toi-même. Tu ne veux pas me blesser physiquement. » Bobby sourit à son ennemi. « Tu es un imbécile. Tu t'es moqué de moi et de ces autres hommes. Tu t'es vanté de ce que tu nous faisais. Tu as dit à tous tes amis d'en faire autant. Je ne te toucherai peut-être pas, mais ne pense pas que je ne veuille pas te faire souffrir. Tu as couché avec ma femme et détruit mon mariage ainsi que ma dignité. Tu mérites tout ce qui t'attend. » Il fit un signe à Troy. Troy relâcha immédiatement Ron. Ron regarda en arrière et se précipita vers la sortie de secours. Bobby pensa que c'était une mauvaise décision puisqu'il devait se frayer un chemin à travers les hommes qui se tenaient entre lui et la sortie. Plusieurs hommes agiles l'attrapèrent et la foule le porta à l'extérieur. Bobby poursuivit son discours. « Charlie, je t'ai proposé de partir en vacances avec moi, mais tu as catégoriquement refusé. Tu as dit que tu étais trop indispensable ici. J'ai contacté ton patron pour connaître tes heures supplémentaires. J'ai été surpris d'apprendre que non seulement tu n'en faisais pas, mais que tu t'absentais souvent et partais plus tôt. Certains de tes collègues sont ici aujourd'hui, mais pas ta patronne. Elle est extrêmement déçue de toi. » Charlie hocha simplement la tête et baissa les yeux. « Charlie, je veux que tu consultes un psychologue. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête si tu as permis à ce misérable de détruire notre mariage si facilement. Il y a quelques semaines, tu disais m'aimer. Je n'ose imaginer ce que tu me ferais si tu me détestais. Tout ce que je demandais était rejeté. Tu as oublié notre anniversaire. Tu as oublié mon anniversaire. Ton être tout entier était consumé par ton besoin d'aider cet homme mourant qui t'a trompé. » Il se tourna vers ses enfants. « Je vous ai déjà demandé pardon. Je suis désolé pour ce que je vous ai fait. Vous ne méritiez certainement pas cela. » Il regarda la famille et les amis de Charlie. « Je vous demande aussi pardon.
J'aurais pu montrer les vidéos et photos non censurées de l'infidélité de Charlie, mais je voulais seulement que vous sachiez ce qui se passait, pas vous y confronter brutalement. Je veux qu'elle obtienne l'aide que j'ai reçue. Je ne peux manifestement pas la lui apporter. Je voulais aussi que vous connaissiez tous la vérité sur ses actions ces derniers mois pour qu'elle ne puisse pas déformer ou minimiser ses actes. Il regarda à nouveau son épouse. « S'il te plaît, ouvre le cadeau que je t'ai donné. » Charlie pleurait et l'entendait à peine. Elle essayait de trouver comment lui expliquer, ainsi qu'à tous les autres, son besoin d'aider ce pauvre homme mourant. Elle n'avait jamais trompé son mari. Elle ouvrit une petite boîte. Elle s'attendait à voir une bague ou un bijou. À la place, il y avait une balle en argent. Une inscription était gravée sur l'étui, mais l'écriture était si petite et ses yeux si pleins de larmes qu'elle ne pouvait pas la lire. Elle leva les yeux, déconcertée. Sur l'écran apparut une photo agrandie de la balle. Tout le monde dans la salle pouvait facilement lire l'inscription. « La prochaine fois, utilise ceci. La douleur sera moindre. » Bobby poursuivit. « Maintenant, parlons de l'avenir. Charlie, je t'aime toujours. Tu m'as anéanti, mais je t'aime encore. Je chérirai chaque jour de nos 24 années de mariage. Cependant, je prends un congé indéterminé. J'ai obtenu mon permis poids lourd et je vais parcourir le pays. Je ne sais pas quand je reviendrai en ville. Ce sera probablement dans plusieurs mois car j'ai besoin d'espace et de distance par rapport à toi. J'ai laissé mon téléphone portable à la maison, dont je donnerai le numéro aux enfants. Je te prie de ne pas essayer de l'obtenir auprès d'eux. Si tu y parviens, je le jetterai simplement pour en prendre un autre. Dans ce cas, je ne contacterai plus les enfants non plus. Quand je déciderai de revenir dans cette ville, je te contacterai. Si tu acceptes une évaluation psychologique sérieuse et une thérapie, nous aurons peut-être une chance. Sinon, tu pourras divorcer pour abandon, puisque je n'aurai plus aucun contact avec toi. » Il fit une pause pour laisser ces mots faire leur effet. « J'ai déjà modifié mon testament et les bénéficiaires de ma pension et de mes assurances. Tout l'argent ira aux enfants à condition qu'ils ne te donnent jamais un centime. Toute aide psychologique sera prise en charge, c'est déjà arrangé. » Il posa le microphone et laissa la dernière diapositive à l'écran. Il s'approcha de la table où Charlie était assise, cherchant encore comment répondre. Finalement, elle dit « Tu es tellement égoïste. J'essayais simplement de réconforter un homme mourant et toi, tu voulais juste que je sois tout à toi. Comment oses-tu » Bobby la regarda tristement. « C'est bien ce que je pensais. Tu as complètement perdu le contact avec la réalité et je perds la mienne. Adieu, Charlie. » Bobby quitta la salle et se dirigea vers l'extérieur. Il laissa les clés de la voiture au portier pour que les enfants puissent partir quand ils seraient prêts. Un camion déjà chargé était garé à côté de l'hôtel. Au petit matin, il serait à 2 états de distance, en route vers sa première livraison. 3 planifiaient déjà son prochain chargement. Ils avaient convenu qu'il ne serait pas renvoyé dans cette ville avant de nombreux mois. Les amis de Charlie vinrent la voir et lui dirent de se ressaisir. Bobby n'avait jamais rien fait pour mériter son attitude ou son comportement et était la personne la plus altruiste qu'ils connaissaient. Puis ils partirent. La plupart des membres de la famille de Charlie vinrent la voir et lui conseillèrent de se faire aider. Son père lui demanda simplement « Mais qu'est-ce qui t'a pris ?» Puis il tourna les talons et partit. Il ne pouvait pas croire que c'était sa fille. Sa mère commençait à montrer son âge et cette soirée était presque plus qu'elle ne pouvait supporter. Elle pleurait à cause de la bêtise de sa fille et ne pouvait que rester là, secouant la tête en essayant de consoler et d'instruire son enfant. Ted, Greg et Chelsea étaient encore sous le choc. Ils avaient planifié et organisé une belle célébration, mais leur père l'avait détournée à ses propres fins. Ils étaient très en colère contre lui. Ils estimaient tous que le minimum qu'il aurait pu faire était soit de permettre à la célébration d'avoir lieu et puis provoquer un scandale en privé, soit de les mettre dans la confidence. Maintenant, ils ne pouvaient que regarder leur mère qui semblait être dans son propre monde, déconnectée de la réalité. Finalement, Chelsea s'approcha de sa mère. « Maman, rentrons. Il y a eu assez de drames ce soir. Nous devons partir d'ici. » Charlie regarda autour d'elle. Où était Bobby? Où était Ron? Elle ne dit rien tandis qu'on la guidait vers la sortie, tenant son cadeau d'anniversaire de 25 ans. Gretchen posa une question étrange. « Nous sommes venus avec Bobby. Comment allons-nous rentrer ?» Greg prit immédiatement les choses en main.
S'il n'a pas pris la voiture, nous appellerons un taxi. Pas de problème. Alors qu'ils approchaient de la sortie, le portier demanda leur nom de famille. Quand Greg répondit qu'ils étaient les Carlson, le portier leur remit les clés de la voiture. Il mentionna qu'un monsieur les avait laissés pour sa famille. Ce doit être une bonne personne. Greg acquiesça. Ted semblait prêt à dire quelque chose de sarcastique car il était très en colère contre son père. Charlie continuait de pleurer. Chelsea venait d'accompagner sa mère jusqu'à la voiture. Le trajet de retour fut sans incident. Quand ils ouvrirent la porte du garage, la voiture de Charlie était là. Avec quelle voiture Bobby était-il parti? Était-il parti à pied? Ils entrèrent dans la maison. Quelque chose n'allait pas, mais il leur fallut un moment pour comprendre quoi. Finalement, Chelsea s'exclama. Toutes les affaires de papa ont disparu. Maintenant tout le monde l'avait remarqué. Plusieurs photographies au mur avaient disparu. Ses vêtements n'étaient plus dans la chambre. Ses manteaux avaient disparu du couloir. Son bureau était vide. Quelqu'un avait soigneusement retiré toutes les traces de sa présence pendant qu'ils étaient à la célébration d'anniversaire. Il était vraiment parti. Même Ted était déprimé maintenant. Il avait peut-être été en colère contre son père pour la façon dont il avait exposé l'infidélité de Charlie, mais il avait été un bon père et maintenant il était parti. Charlie faisait le tour de la maison en énumérant à tous exactement ce qui avait disparu. Elle semblait un peu distraite en décrivant chaque objet qui appartenait à Bobby. Soudain, elle annonça qu'elle devait passer un appel. Quand Chelsea demanda qui elle allait appeler, Charlie dit qu'elle devait appeler Ron et s'assurer qu'il allait bien. Je devrais peut-être aller le voir. Après tout, c'est un homme très souffrant qui a besoin de moi pour apaiser sa douleur. Chelsea essaya de raisonner avec sa mère, mais celle-ci l'ignora. Charlie sortit son téléphone portable et appela Ron. Après plusieurs sonneries, il finit par répondre. « Écoute, je sais que c'est toi, Charlie. N'en as-tu pas déjà assez fait? Ton mari m'a exposé aujourd'hui, d'autres hommes m'ont agressé, et mon patron m'a appelé pour me licencier. Qu'ai-je fait? Je suis à l'hôpital, en convalescence, et je n'ai pas besoin de ton aide. Laisse-moi tranquille. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse trouver ses mots. Charlie n'en revenait pas. Elle l'avait aidé à se sentir mieux et maintenant il lui demandait de le laisser tranquille. Elle pensa un instant qu'il était peut-être délirant à cause de la maladie avant de se rappeler que Bobby avait découvert que Ron était un imposteur. Il feignait simplement d'être malade pour obtenir des faveurs intimes. Cela la ramena à la réalité. Bobby était en colère contre elle et n'était pas à la maison. Elle avait oublié son anniversaire et leur anniversaire de mariage. Elle regarda sa main. Elle tenait toujours la balle en argent. Il lui vint à l'esprit qu'il y avait peut-être une arme dans la maison qui pourrait tirer cette balle. Peut-être que cela résoudrait ses problèmes, simplement utiliser la balle. Ne était-ce pas ce que Bobby voulait qu'elle fasse avec cette balle? Oui, un nouveau chapitre dans sa vie. Bobby était sur la route, apprenant à conduire un camion. La conduite elle-même était facile. Le camion était simple à manœuvrer. Les terminaux étaient généralement faciles à trouver. Le GPS avait vraiment aidé et changé la façon dont l'industrie fonctionnait. Le magazine papier avait été remplacé par une version électronique. Les systèmes satellites contrôlaient sa vitesse et surveillaient les performances du camion. Non, la partie la plus difficile était les périodes de repos obligatoires. Quand il s'arrêtait pour se reposer dans un parking ou une station-service, il n'avait rien d'autre à faire que de penser à Charlie. Il voulait savoir comment elle allait. Il voulait savoir si ses enfants lui avaient pardonné. Il était parti depuis 8 semaines et avait résisté à l'envie d'appeler ses enfants ou la maison car il ne savait pas comment son intérêt serait reçu ou s'il serait réciproque. Peut-être qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. 3 gardait le contact. Après tout, il était maintenant le patron de Bobby. 3 gardait le travail de Bobby secret. Il dit que Greg avait appelé une fois pour obtenir des informations, mais une seule fois. Les autres restaient silencieux. 3 découvrit que Charlie était retourné au travail quelques jours après l'anniversaire, mais s'était ensuite complètement effondré et avait été hospitalisé pour une observation constante. Elle se trouvait maintenant dans une unité psychiatrique avec des pensées suicidaires. Les rumeurs disaient qu'elle montrait aux gens la cartouche en demandant quel type d'arme pourrait la tirer. Lorsque le personnel a tenté de lui retirer la munition, elle est devenue hystérique et s'est battue pour la garder. Elle criait que c'était un cadeau d'anniversaire de son époux.
Quand Bobby a appris la nouvelle, il était à la fois triste et reconnaissant. Cela signifiait que Charlie allait recevoir l'aide nécessaire. Cependant, comme elle ne travaillait pas, des difficultés financières pourraient survenir chez les Carlson. Il a immédiatement envoyé une procuration à Troy et transféré de l'argent sur leur compte bancaire pour que les factures quotidiennes puissent être réglées. Il a également ouvert un compte pour les enfants et y a versé de l'argent. Il leur a envoyé des messages avec les numéros de compte et les détails. Il a reçu 2 réponses très brèves de Ted et Greg. La réponse de Chelsea l'a presque fait pleurer. Sa fille était seule et essayait de maintenir sa vie en ordre. Il a envoyé Troy pour l'aider. Il a ensuite quitté l'aire de repos et parcouru 400 miles supplémentaires jusqu'à sa prochaine livraison. Grâce aux mises à jour régulières de Troy, il a appris que l'état de Charlie s'améliorait. Chelsea a obtenu son diplôme d'études secondaires et prévoyait toujours d'aller à l'université, mais sur un campus plus proche de chez elle pour être près de sa mère. Greg était si bouleversé qu'il a failli ne pas terminer le semestre, mais avec l'aide de son groupe d'études, il s'est ressaisi et a réussi ses examens. Ted a trouvé du réconfort auprès de ses élèves. Même Gretchen semblait être écartée de sa vie alors qu'il se concentrait sur l'aide aux élèves en difficulté. Bobby était bouleversé par tout cela. Il allait mieux, mais sa famille semblait souffrir de plus en plus. 6 mois s'étaient écoulés depuis. Peut-être était-il temps de visiter la maison. Enfin, au moins sa ville natale. Il ne sentait pas qu'il avait un autre foyer que la cabine du camion. Il a demandé à Troy de trouver des chargements qui lui permettraient de rentrer chez lui. Cela a pris quelques semaines, mais il est finalement rentré pour une pause. Il est arrivé au coucher du soleil et a remis le camion. Troy l'a rencontré et ils sont allés dîner. Troy lui a raconté ce qui se passait. Le projet, que Bobby avait laissé entre les mains de son assistant, se déroulait bien. Les fondations étaient coulées et tous les travaux d'excavation étaient terminés. L'été avait été pluvieux, donc le projet avait pris un peu de retard. Charlie était à la maison et travaillait à temps partiel comme infirmière, mais plus dans le service de néonatologie. Pendant son traitement, il s'est avéré que plusieurs nouveau-nés étaient décédés peu après leur naissance et elle l'avait mal vécu. Elle tenait bon, mais le psychiatre estimait que ce traumatisme avait été le catalyseur de sa conviction qu'elle pouvait apaiser les derniers jours de Ron. Ce traumatisme était également la raison pour laquelle elle rejetait complètement son mari. Son mari était en bonne santé et n'avait besoin de personne, selon elle. Bobby était en bonne santé et n'avait besoin de personne. Même maintenant, la famille avait l'impression que Bobby était en bonne santé et n'avait pas besoin d'eux. Leur colère était dirigée vers cela. Il semblait qu'ils n'avaient pas du tout besoin d'eux. Charlie avait toujours du mal à dormir car elle dormait seule. Elle n'avait pas dormi seule depuis l'université. Troy s'occupait de toutes les factures. Chelsea avait découvert qu'il avait une procuration et était venue le voir pour tenter de retrouver Bobby, mais Troy respectait le besoin de guérison et de compréhension de son ami. À présent, le moment semblait venu pour la réconciliation. Bobby demanda à Troy de le conduire à un bel hôtel. Il loua également une voiture. Bobby passa devant la maison puis prit position pour observer discrètement la demeure. Bien qu'il fît confiance à Troy, Bobby n'avait pas fait suivre Charlie. Comment pouvait-il savoir? Peut-être avait-elle trouvé un nouveau compagnon et Troy lui racontait-il des histoires inventées. Après tout, il avait fait confiance à son épouse pendant 25 ans et ce n'était qu'une conversation surprise avec un individu peu recommandable qui lui avait révélé la vérité. Bobby observait chaque matin Chelsea partir pour l'école. Parfois Charlie partait tôt travailler. Il la suivait jusqu'à l'hôpital puis revenait et la suivait à sa sortie du travail. Parfois elle allait à l'épicerie, mais la plupart du temps elle rentrait directement chez elle. Les rares jours de congé, elle quittait la maison et marchait le long des grands sentiers d'un parc voisin pendant quelques heures. Elle avait bonne mine, mais semblait constamment mélancolique. Il commençait à croire qu'elle se languissait de lui jusqu'à ce qu'un soir, des femmes qu'il pensait être ses collègues viennent chez elle. Environ une demi-heure plus tard, le groupe est sorti, conduisant Charlie vers la voiture. Elle semblait réticente à les accompagner. Il les suivit jusqu'à un bar local. Ce n'était pas trop bruyant à l'extérieur. Les femmes ont entraîné Charlie à l'intérieur. Bobby décida d'entrer voir par lui-même ce qui se passait. Il espérait qu'elles essayaient de lui remonter le moral et non de la mettre dans la même situation où elle avait rencontré cet individu peu recommandable, Ron. D'ailleurs,
On n'avait plus entendu parler de Ron depuis son admission à l'hôpital. Selon les rumeurs, ces hommes qui l'avaient rattrapé n'avaient pas seulement porté atteinte à sa virilité, mais lui avaient aussi fait comprendre qu'il n'avait plus sa place dans le quartier. Quelques-uns de ses amis étaient également partis avec lui. Bobby entra dans le bar. L'établissement était partiellement rempli, principalement de personnes d'âge mûr. Cet endroit n'attirait pas la jeunesse. Il y avait un DJ, mais la musique était feutrée. La petite piste de danse n'était pas bondée bien qu'il fût déjà près de 22 heures. Il commanda une bière et s'installa seul à une table. En tournant légèrement la tête, il pouvait apercevoir la table où les femmes étaient assises. Il était trop éloigné pour entendre leurs conversations, mais il n'avait pas besoin de les entendre pour comprendre qu'elles essayaient d'attirer l'attention de Charlie sur différents hommes. Charlie secouait la tête à chaque suggestion. Bobby sirotait sa bière lentement. Personne ne l'approchait. Peut-être était-ce à cause de sa veste en cuir associée à son crâne rasé. Peut-être était-ce la barbe qu'il s'était laissé pousser. Peut-être était-ce l'expression sur son visage. La mélancolie qui l'habitait était visible. Quiconque cherchant à passer un bon moment ne le choisirait pas comme partenaire. Il commanda une nouvelle bière et un whisky. Il dégustait sa bière tout en contemplant le breuvage ambré devant lui. Soudain, une ombre apparut au-dessus de son épaule. Il leva les yeux vers l'une des femmes de la table où Charlie était assise. Elle demanda si elle pouvait s'asseoir. Surpris, il indiqua poliment la chaise en face de lui. « Écoutez, mes amis et moi étions assis à cette table et nous avons remarqué que vous étiez seul et, franchement, vous aviez l'air d'avoir perdu votre meilleur ami. Nous discutions toutes de la raison pour laquelle vous pourriez être seul et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de venir vous le demander. » Bobby sourit à la femme. Elle avait environ 35 ans, était soignée, avec des cheveux blonds et une silhouette élancée. Il remarqua également une alliance à sa main gauche. Il espérait qu'elle ne cherchait pas d'aventure. Suffisamment de mariages et de relations avaient été détruits à cause de lui dernièrement. Il décida de jouer le jeu un peu. Ron avait raison. Si vous affichez une expression de chiot perdu, une femme voudra forcément vous réconforter. Je m'appelle Robert. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lisa. Nous sommes toutes infirmières à l'hôpital Saint-Paul. Nous passions simplement un bon moment quand nous vous avons repéré et avons décidé que nous devions découvrir ce qui vous rendait si triste. Eh bien, Lisa, la vérité est que ma femme m'a trompé. Je l'ai découvert et j'ai quitté le domicile. Je vis actuellement dans un motel, essayant de comprendre quoi faire. Je n'ai pas encore pris de décision et vis seul depuis des mois. En fait, la bière que j'ai bue avant votre arrivée était la première que je prenais depuis que tout cela est arrivé. Cette bière est la deuxième et le whisky est le premier auquel j'ai même songé depuis le début de tout cela. Mon Dieu, Robert, quelle femme a pu vous faire cela? L'avez-vous maltraité ou étiez-vous constamment dans un état d'ébriété? Il sourit tristement. Je pourrais vous raconter n'importe quoi, même les plus grandes absurdités, et vous n'auriez aucun moyen de discerner le vrai du faux. Disons simplement que je croyais notre mariage parfait jusqu'à son départ. Je n'ai jamais levé la main sur une femme sans son consentement. Je n'ai même pas touché à son amant. Je me suis contenté de lui rendre l'existence impossible, et je pense qu'il n'est plus dans le tableau. Il sirota son whisky. Maintenant, que pensez-vous pouvoir faire pour me réconforter? M'offrir une aventure? Charmant. Mais j'ai remarqué les alliances à votre doigt. Je ne pense pas que vous devriez envisager de m'aider de quelque manière que ce soit. Lisa regarda son doigt. Vous avez probablement raison. Je voulais simplement vous offrir une conversation et de la compagnie, mais je comprends où cela pourrait mener. En fait, mon amie à la table a commencé une relation avec un homme qui n'était pas son époux de la même façon. Elle nous raconte qu'elle pensait aider une âme en peine et a perdu son mari dans le processus. Elle se leva et s'éloigna de la table. Bobby ne la suivit pas du regard. La vue aurait pu être plaisante, mais cela ne l'intéressait guère. Quelques minutes plus tard, une autre femme s'approcha de la table et demanda à s'asseoir. Bobby lui fit signe de prendre place. Une fois installée, elle se présenta. « Robert, je m'appelle Terry. Je suis avec Lisa et les autres. Je suis, cependant, célibataire et j'aimerais discuter avec vous quelques minutes, si vous le permettez. » Bobby appela la serveuse pour commander plus de bière et de whisky et proposa quelque chose à Terry. Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes jusqu'à l'arrivée des boissons.
Terry leva son verre en direction de ses amis. Cela semblait être un signe de progrès lorsque la personne affligée offrait un verre. Bobby lui sourit en retour. Ils entamèrent une conversation légère. Bobby lui raconta qu'il était parti pendant un moment, essayant de réfléchir à la situation. Il n'avait eu aucun contact avec son épouse infidèle pendant tout ce temps et ignorait si elle souhaitait même une réconciliation. Terry fit des commentaires appropriés, affirmant qu'elle comprenait et était convaincue que l'épouse de Robert était repentante et prête pour une réconciliation. Bobby se pencha en avant. « Pourquoi en êtes-vous si certaine ? Est-ce une intuition féminine ou prenez-vous simplement le parti de toute femme ayant commis l'adultère ? Si vous ne me connaissez pas, ni mon épouse, comment pouvez-vous être si sûr qu'elle souhaite revenir vers moi ? Elle pourrait être avec un autre homme à présent, peut-être même plusieurs. J'ignore ses intentions et ses centres d'intérêt, alors comment pouvez-vous en être si certaine ? » Terry resta stupéfaite. Elle essaya de trouver les mots justes et de consoler l'homme en détresse, mais il s'emporta. Elle répondit : « Je tentais simplement de vous réconforter un peu. Je pensais que vous souhaitiez entendre que votre épouse attendait de vous revoir. Si c'est ainsi que vous interagissez avec elle, peut-être avait-elle raison de vous être infidèle. Donc vous pensez qu'il y a une excuse à l'infidélité ? C'est acceptable tant que l'homme exprime des émotions fortes. Si elle était contrariée par mon comportement, pourquoi ne pas essayer d'en discuter ? Si elle voulait mettre fin à notre relation, pourquoi ne pas me le dire avant de s'abandonner à ce misérable ? J'aurais été blessé, mais pas autant que lorsque j'ai découvert qu'elle me refusait son intimité pour rester fidèle à ce malotru. Moi, son époux depuis plus de 20 ans, je n'avais plus droit à ses étreintes, mais un inconnu rencontré dans un établissement comme celui-ci est devenu sa priorité, ne partageant plus son intimité qu'avec lui. » Il s'interrompit et s'essuya le visage avant de boire à nouveau. Puis il se leva. « Je vais aux toilettes. Je ne me sens pas mieux malgré vos bonnes intentions. Je pense que notre conversation est terminée et j'aimerais être seul à mon retour. » Bobby fit comme il l'avait dit. Il se rendit aux toilettes pour se soulager. Il s'aspergea également le visage d'eau et contempla son reflet dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo. Son visage semblait figé dans une expression de perpétuelle affliction. Ce n'était pas que de la tristesse. Il ne ressentait même pas de colère, excepté face aux tentatives maladroites d'aide de ses femmes. Il soupira et retourna à sa place. Comme prévu, il était maintenant seul. Il haussa les épaules. Il semblait être toujours seul. Même entouré des clients du bar, il restait isolé sur son îlot improvisé. Il se demanda si Charlie ressentait la même chose. En s'asseyant, il jeta un coup d'œil à la table des femmes. Charlie ne regardait pas dans sa direction. Elle était distraite par l'une des femmes tandis que la plupart des autres le fusillaient du regard. Il leur adressa un sourire narquois en se rasseyant. Un nouveau verre l'attendait déjà. Il se demanda qui l'avait commandé, mais eut bientôt sa réponse. Une fois de plus, une ombre apparut sur sa gauche. Une autre infirmière venait lui porter secours. Il leva les yeux, mais cette fois, il ne proposa pas de siège. « Eh bien, vous devez être le fantôme des Noëls futurs. Comment comptez-vous m'aider à améliorer ma vie ? Quelles paroles de sagesse avez-vous pour m'aider dans ma crise personnelle ? Puis-je m'asseoir ?» Bobby acquiesça. Elle s'assit et se présenta. « Je suis Amy, une autre infirmière. Je suis mariée et je n'ai aucune intention d'entamer une liaison avec vous, pas même émotionnelle. Je ne connais ni vous ni votre épouse. Je ne soutiens pas les épouses infidèles. La seule raison pour laquelle nous avons amené notre ami Charlie ce soir était de lui remonter le moral. Depuis qu'elle a ruiné son mariage, elle fait pénitence, attendant de voir ce que son mari, cet ingrat, décidera de faire ensuite. Depuis qu'il l'a humiliée lors de leur anniversaire, il n'a même pas fait un geste symbolique envers elle. Astérisque soupir astérisque. Bobby ne put résister à l'occasion. Donc votre ami Charlie a dû être infidèle, mais maintenant son mari est un salaud. Pourquoi dites-vous cela ? Elle traverse une période difficile depuis qu'il l'a exposée devant sa famille et ses amis. Elle a fait une erreur et il a fallu une thérapie intensive pour comprendre et accepter son rôle dans tout cela, mais lui est simplement parti, la laissant souffrir. Ne pensez-vous pas qu'il a souffert aussi ? Peut-être est-il parti parce qu'il ne supportait plus les rappels de ce qu'elle avait détruit. Pourquoi ne lui parlez-vous pas avant de présumer qu'il est le méchant dans cette histoire ? Eh bien, nous ne pouvons pas le trouver. Sa fille a dû s'occuper de sa mère et elle n'a que 18 ans.
Elle ne mérite pas d'être dans cette position. Votre amie n'a-t-elle pas d'autres proches? Vous avez mentionné qu'elle avait été exposée devant eux. Amy renifla avec dédain. Sa famille semble adorer ce type. Ils lui ont dit de gérer la situation puisqu'elle avait causé tout ce problème. Je ne pense même pas que ses parents sachent à quel point elle était déprimée et l'est encore largement. Elle tenta une nouvelle approche. Je ne suis pas là pour parler de mon amie. Elle et son mari doivent s'asseoir et décider de ce qu'ils vont faire. Elle tient à peine le coup. La dernière fois qu'elle a eu de ses nouvelles, il conduisait un camion quelque part dans le pays. Apparemment, il n'a plus aucun problème maintenant. Bobby répondit, « Pour autant que vous sachiez, il n'a pas de problème. Aussi, pour autant que vous sachiez, il est en deuil et a quitté la ville pour essayer de guérir. Vous ne savez rien en réalité. En tant que personne qui a été trompée, j'ai tendance à sympathiser davantage avec lui qu'avec la femme infidèle. » Amy essaya de revenir à son problème. Après tout, c'était ce qui attirait les femmes vers lui en premier lieu. « Savez-vous où est votre femme maintenant? Attend-elle votre appel? » Bobby secoua la tête. « Pour autant que je sache, elle est assise dans un bar comme celui-ci, attendant que quelqu'un la drague. C'était une femme d'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'implique avec son amant. Puis elle a commencé à fréquenter les bars et était rarement à la maison. Elle mentait en disant qu'elle faisait des heures supplémentaires et prenait des quarts supplémentaires, mais était en réalité avec son amant. Depuis que tout s'est effondré, je ne sais pas comment elle passe son temps. J'étais absent pendant un moment, mais maintenant je suis de retour et je pèse encore. Mes options. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Plus de 20 ans. Je pensais que nous avions une belle vie et que nous nous préparions à voir nos enfants quitter le nid. J'aurais réduit mon temps de travail si elle avait accepté. En fait, un mois avant que tout ne s'effondre, je lui ai proposé de partir en longue escapade, mais elle a immédiatement refusé, sans même hésiter. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'absenter du travail pour de si longues vacances. Je crois que son amant lui a dit de rester pour qu'ils puissent continuer leurs rencontres intimes. Avez-vous l'impression d'avoir trop investi en elle pour la laisser partir? Quand tout cela est arrivé, je considérais sérieusement notre mariage comme un mauvais investissement. Il arrive un moment où il faut savoir couper court et recommencer. J'y ai beaucoup réfléchi depuis, et je suis prêt à réessayer, mais uniquement si elle parvient à me convaincre qu'elle est aussi engagée que moi dans ce mariage. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire pour me prouver son sérieux. La confiance est si difficile à construire et si facile à briser. Demandez à votre amie comment elle compte faire pour que son mari croie à nouveau en elle et en leur relation. Peut-être a-t-elle l'intuition dont j'ai besoin. Ils ont discuté un moment avant que Bobby ne pose la véritable question. J'ai entendu parler de femmes qui se laissent tellement emporter dans leur désir d'aider un homme en détresse qu'elles finissent par succomber à la tentation. Comment est-ce possible? Je veux dire, je ne cherche pas à comprendre l'acte en lui-même, mais si je le voulais, comment une femme justifie-t-elle de détruire une relation pour aider une autre personne en difficulté? Il fit une pause, puis continua. Croyez-vous vraiment qu'on puisse avoir une relation émotionnelle et physique avec quelqu'un qui n'est pas votre époux, puis quand c'est fini, simplement revenir et faire comme si rien ne s'était passé? Comment agit-on lorsqu'on trompe son mari? Êtes-vous si doué pour feindre que cela ne vous affecte pas du tout, d'avoir des relations intimes avec un étranger, tout en privant votre époux de toute affection sincère? Il se pencha en avant. Voulez-vous m'aider? Je veux dire, vraiment m'aider. Alors expliquez-moi comment une femme peut faire cela à son homme, son amour, celui devant qui elle s'est tenue face à sa famille, ses amis et Dieu, promettant de l'aimer, le respecter et l'honorer jusqu'à son dernier souffle. Je ne peux pas croire que je puisse pardonner et retourner vers mon épouse tant que je ne comprends pas cela. Je peux comprendre comment un homme en arrive là. Dès la naissance, la société nous apprend à être des séducteurs. Un homme qui fréquente plusieurs femmes est considéré comme quelque chose de positif. Cela va à l'encontre de toute son éducation lorsqu'il se dresse enfin et promet d'être fidèle à son épouse. Un homme vertueux trahit sa femme, mais ayant notre dignité, nous parvenons généralement à dissimuler ces liaisons jusqu'à ce qu'un événement ouvre les yeux de l'épouse. L'épouse est la gardienne du foyer, et cela va à l'encontre de l'éducation de la plupart des femmes d'entretenir plusieurs relations intimes simultanément. Alors encore une fois, comment justifie-t-elle son infidélité envers un homme de bien? Amy ne trouvait pas de réponse à sa question. Son mariage était solide et elle n'avait jamais été tentée par l'infidélité. Elle essaya de trouver une explication à ce comportement singulier,
mais finit par admettre son ignorance. « Écoute, Robert, accorde-moi quelques instants. Je vais interroger mon amie Charlie, peut-être que grâce à sa thérapie, elle pourra répondre à ta question. » Elle se leva et retourna à la table tandis que Bobby commandait un autre verre. Il commençait à ressentir les effets de l'alcool. Ne voulant pas risquer son permis poids lourd, il décida de s'arrêter après celui-ci et ne commanda que de la bière, sans whisky. Du coin de l'œil, il aperçut du mouvement. Amy semblait poser une question à Charlie. Cette dernière réagit mal. Elle fondit immédiatement en sanglots, au-delà des simples larmes. Bobby l'entendait depuis sa place. À présent, il se sentait encore plus affligé. Il semblait ne créer que du chagrin dans tout ce qu'il entreprenait. Il termina sa bière et appela un taxi. Il s'efforça stoïquement de ne pas regarder la table des femmes. Il avait gâché leur tentative de réconforter Charlie. Il espérait que le taxi arriverait rapidement. Quand le taxi arriva, Bobby en fut informé, régla l'addition et se prépara à partir. Les femmes semblaient également se préparer à partir. Amy lui fit signe. Il s'approcha à contre-cœur de la table où Charlie pleurait encore silencieusement. Il espérait qu'elle ne le reconnaîtrait pas et, vu son état, qu'elle ne remarquerait peut-être pas sa présence. Il aurait voulu la réconforter, mais il avait été franc avec Amy sur son besoin d'obtenir une réponse à cette question fondamentale. « Charlie n'a pas pu répondre à ta question, bien qu'elle soit coupable de la même chose que ton épouse. Elle a essayé d'en parler, mais s'est rendu compte que son mari se pose probablement la même question. Sa thérapeute aussi, sans doute. Je n'ai pas pu obtenir de réponse. » Bobby acquiesça pour montrer qu'il comprenait et se retourna pour partir avant que Charlie ne puisse le regarder. En vain. Quelque chose dans sa démarche le trahit. Il l'entendit s'écrier « Bobby, oh mon Dieu, Bobby, je t'en prie, parle-moi. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. » Bobby continua d'avancer. Il ne pouvait pas lui parler maintenant. Tandis qu'il s'éloignait, il l'entendit tenter hystériquement de se libérer des bras de son ami pour le rattraper. Il s'arrêta et se tourna vers elle. Ne voulant pas qu'elle se blesse en essayant de le rejoindre, il retourna à la table. Charlie finit par s'éloigner de la grande table. Ses amies étaient stupéfaites, presque paralysées par la révélation que l'homme qu'elles essayaient d'aider était l'époux de Charlie. Charlie se précipita vers lui et, par réflexe, il l'enlaça. Elle se blottit contre sa poitrine. « Je suis tellement désolé. Je ne t'ai pas reconnu. J'aurais dû pouvoir te repérer dans une foule et tu étais juste là, assis seul. Où étais-tu? Comment vas-tu? Tu as l'air bien. Peux-tu rentrer avec moi? Chelsea sera si heureuse de te voir. J'appellerai Ted et Greg et je leur dirai que tu es rentré. » Elle parlait sans s'arrêter. Bobby lui sourit. Elle était si sincère. Puis son sourire s'effaça. Elle n'avait toujours pas expliqué ce qui l'avait poussé à le tromper. Peu importe ce qu'elle faisait ou demandait, il avait besoin d'une explication pour ce qui s'était passé. Il se dégagea de son étreinte. Elle cessa de parler et le regarda à travers ses larmes. « Tout d'abord, non, je ne viendrai pas chez toi ce soir. Je viens juste de rentrer en ville et j'ai besoin de me reposer avant que nous commencions à discuter de la suite. Je contacterai Chelsea demain et organiserai une rencontre si elle le souhaite. Je le ferai. Je ne sais pas si les enfants voudront me parler après le coup que je vous ai porté à tous. Nous verrons bien. » Charlie n'était pas heureuse mais elle devait comprendre. Sa thérapeute lui avait dit que ce serait difficile pour n'importe quel homme d'accepter et de pardonner. Cela prendrait du temps et des efforts. Elle acquiesça et se tourna vers ses amis. « Je pense qu'il vaut mieux y aller. » Elle se retourna vers Bobby. « Merci d'être revenu et de m'avoir parlé, même une minute. J'apprécie. S'il te plaît, n'attends pas pour nous contacter. Nous voulons tous vraiment te revoir. » Elle s'arrêta et tripota quelque chose près de son cou, puis sortit un cylindre argenté qu'elle portait en collier. Elle dévissa le couvercle et lui montra le contenu. « Je porte toujours ton cadeau. Je le sors et souhaite que tu reviennes pour que je puisse te faire 1 ou 2 cadeaux. Je pense que je te dois beaucoup de cadeaux et beaucoup d'amour. » Elle lui montra la balle en argent. Les autres femmes haltèrent en voyant cela. Elles étaient certaines qu'on le lui avait confisqué. Puis elle le stupéfia. « Si tu ne peux pas trouver le chemin de la maison, alors s'il te plaît, trouve une arme qui convient. Je ne peux pas en acheter une car j'ai été hospitalisée pour des pensées suicidaires. »
Si tu ne peux pas rentrer, alors laisse-moi mettre fin à ce tourment. Bobby secoua la tête. Il ne lui permettrait jamais d'avoir une arme. Elle avait mal interprété le symbolisme de la balle, pensant qu'elle lui était destinée plutôt qu'à quiconque l'aurait trompée. Non, Charlie, je ne t'achèterai jamais d'armes. Je te l'ai donné comme rappel de ne plus jamais tromper qui que ce soit. Si tu dois trahir quelqu'un, il vaut mieux atteindre celui que tu aimes plutôt que toi-même. Tu dois vivre avec la destruction que tu causes. Il recula. Je t'appellerai bientôt. Sois prête à répondre à la question. Il me faut une réponse compréhensible avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise. Il se tourna vers les autres. Merci mesdames pour votre patience ce soir. Je suis désolé si j'ai causé trop d'anxiété et gâché votre soirée. Veuillez vous assurer que Charlie rentre chez elle. Je pense qu'elle a besoin d'être dans un endroit où elle se sent à l'aise et en sécurité. Les femmes acquiescèrent. Charlie pleurait à nouveau. Amy prit la balle et s'apprêtait à la remettre dans son contenant, mais Charlie s'en empara et la pressa contre son cœur en disant « Non, elle m'appartient. Mon mari me l'a offerte pour nos 25 ans de mariage. Personne ne la touche sauf lui et moi. » Elle semblait quelque peu déséquilibrée en prononçant ces mots. Les infirmières comprenaient maintenant comment elle avait pu récupérer la balle. Elle aurait pu rester dans un état incontrôlable si elle ne l'avait pas rendue. Bobby se pencha vers Amy et murmura « Il n'y a pas de poudre dedans. Elle ne pourrait pas tirer même si elle essayait. » Amy hocha la tête en signe de compréhension et se hâta de conduire le groupe vers les voitures. Bobby les suivit et constata que le taxi était parti et qu'il pleuvait maintenant. Cela correspondait à son humeur tandis qu'il restait là, se laissant mouiller, attendant un autre taxi. Après une thérapie intensive, Bobby et Charlie se sont finalement réconciliés. Charlie a continué à travailler comme infirmière à temps partiel et n'est pas revenue à temps plein. Des problèmes de confiance subsistent. Bobby surveillait Charlie périodiquement mais réalisa qu'il ne pouvait pas contrôler tout son temps en tant que travailleuse à temps partiel, alors il a cessé et ne se demandait plus qu'occasionnellement si elle le trompait à nouveau. De son côté, Charlie faisait tout son possible pour prouver à son mari qu'elle pouvait à nouveau être digne de confiance. Elle l'appelait pour lui dire où elle faisait ses courses et insistait même pour activer l'application de localisation sur son téléphone afin qu'il puisse voir où elle se trouvait à tout moment. Elle évitait même de dîner avec une amie dans un restaurant situé à proximité d'un hôtel. Elle ne sortait plus le soir avec ses amis, même sur l'insistance de Bobby. Elle pouvait inviter ses amis chez elle le soir ou aller à une fête, mais elle n'allait jamais au bar sans Bobby. Quand ils sont sortis au bar, ils ont dansé ensemble la majeure partie de la soirée. Ses sourires n'étaient désormais que pour lui. Chelsea finit par lui pardonner, mais ses relations avec Ted et Greg restèrent tendues au mieux. Les garçons eurent également du mal à construire des relations après la trahison de leur mère. La confiance est devenue rare dans leur vie. Ils répondaient aux appels mais n'en initiaient pas. Les conversations étaient brèves et allaient droit au but. Bobby regrettait la façon dont il les avait traités. S'il pouvait tout recommencer, il les aurait prévenus à l'avance pour qu'ils soient avertis, mais sa colère envers Charlie avait alors obscurci son jugement. La famille de Charlie l'a réaccepté, mais lui demandait en privé pourquoi il avait pardonné à Charlie. Il leur était encore plus difficile de lui pardonner qu'à Bobby lui-même. Sa relation avec Charlie ne retrouva jamais son intimité d'antan. On n'entendit plus jamais parler de Ron. L'histoire se répandit et personne n'essaya plus de séduire les femmes de cette manière pendant longtemps. Leur vie intime ne s'en remit jamais complètement. Malgré ses meilleurs efforts et la thérapie, Bobby ne put surmonter un blocage psychologique qui l'empêchait d'éprouver du désir, même avec des traitements modernes. Une barrière mentale l'empêchait de retrouver une intimité physique épanouie. Les pensées intimes se faisaient très rares, comme si cette dimension de sa vie s'était éteinte. Ils acquirent plusieurs accessoires intimes et il les utilisait pour le plaisir de son épouse, mais ne pouvait y participer lui-même. Il s'enlaçait et se câlinait souvent quand Charlie devenait très bouleversé, puis utilisait ses accessoires pour apaiser sa tension. Et finalement, Charlie ne put jamais vraiment expliquer pourquoi elle avait ainsi bouleversé leur vie. Elle essaya maintes fois de comprendre, mais cela resta un point sensible entre eux pour le reste de leur existence. Ils vécurent néanmoins une vie épanouie ensemble malgré leurs faiblesses. Fin. Merci d'avoir regardé. Merci de nous soutenir avec un « j'aime » et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires.